Coucou ma Caro. Hey, coucou ma Caro. Ça fait plaisir de te voir. Mais oui, comment ça va? À la maison, ça va? Et toi? Ça va très bien. Très bien. Parfait. Tu viens aujourd'hui dans un nouvel épisode. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui? Nos cicatrices racontent. Super important, je trouve, concernant notre parcours. Ouais. Parce qu'on en a vécu des belles et des pas mûres, comme on peut dire. Nos cicatrices racontent. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, le jour où tout a basculé dans ta vie? Alors écoute, le jour où j'ai pris une camionnette. Écoute, et ben voilà, bon podcast à tous, on commence bien. Non mais tu vois, toi c'est une annonce de cancer, moi qu'est-ce qui s'est passé? Une camionnette a coupé la route, voilà. Ouais. Et j'étais derrière un scooter, on roulait bêtement très vite et dans Paris. Et voilà, tu percutes une camionnette et en un quart de seconde, ta vie est plus la même. Ta vie bascule totalement. Ta vie bascule totalement. Il y a un avant, il y a un après. Quand tu es sur le sol, tout ce que tu espères, c'est pas mourir, mais tu sais pas encore qu'il va y avoir un putain d'avant, un putain d'après. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Quand je suis par terre, au moment de l'accident, la première chose, c'est de m'assurer que mon petit ami de l'époque qui conduisait est vivant. Donc la première chose, c'est de le regarder lui. Je vois qu'il a le visage en sang, mais je peux pas t'expliquer, je sais qu'il n'a rien du tout, vraiment. Okay. Moi, je vois pas l'état de ma jambe, heureusement, qui était dans un très très mauvais état. Je me retourne pour voir si la camionnette qui nous a percuté s'arrête. Je vois que le monsieur descend, tu vois, je vois que le mec sort tout de suite de sa camionnette. Et en fait, je me rallonge, je peux pas me relever. Encore une fois, je vois toujours pas ma jambe. Je me rallonge et moi, je comprends très rapidement que moi, par contre, c'est grave. Okay. Donc, les premiers instants, c'est ça. M'assurer que mon petit ami n'a rien, m'assurer que le mec s'arrête. Et quand il arrive à moi, la première chose que je lui dis, c'est appeler les pompiers. Toi, tu sens la douleur? J'ai aucune douleur. Je suis complètement anesthésiée. Ma jambe est complètement pliée. J'ai un bout de mollet par terre. J'ai des fractures partout. Et je suis complètement anesthésiée. Mon corps a envoyé toutes les endorphines. Je suis en hémorragie interne, je le sens pas, je sens rien. Mais j'ai ce truc qui est dingue, qui fait que je sais très bien que c'est très grave et que je vais certainement mourir. Ça, c'est une certitude. Tu le ressens à l'intérieur de toi? Ah, je le ressens à l'intérieur de moi. Alors que je ne sais pas ce que j'ai, je n'ai aucune douleur. Tu tombes pas dans les vapes, t'es pas... Je commence à m'évanouir un petit peu plus tard, quelques minutes après. L'hémorragie interne commence à faire que je m'évanouis. Mais j'ai rien. Mais je sais que je vais mourir. Okay. Je sais que là, je viens de casser un truc grave. Je sais pas quoi, mais je viens de faire un gros bobo. Ah ouais, ok, on commence fort ce podcast. Ouais, cette rencontre. Tu m'as... Avec une camionnette. Bienvenue si vous nous écoutez. Ok. Et toi après, tu te dis quoi? Comment ça va se passer? Tu es tout de suite transporté? Tu te réveilles à l'hôpital? C'est quoi là? Comment tu vis le truc? Comment ça se passe? Je comprends très vite la situation. Comme j'avais raconté sur notre premier podcast, très rapidement, je me dis, mais je peux pas mourir pour mes parents, ça va être horrible, j'ai 20 ans, traumatisme pour tout le monde. Non, je m'accroche. J'arrive à l'hôpital, je ne cesse de m'évanouir, tu vois, je me réveille, il y a 15 personnes sur moi, bon, voilà. Et je me réveille 3 jours plus tard avec, en fait, la même pensée que j'ai eue quand on m'a anesthésiée. C'est je ne lâcherai rien, donc lâchez pas les mecs. Et donc quand je me réveille et que je vois toute ma famille débouler, personne n'ose me toucher, je sais pas en fait que je suis en réanimation intensive. À ce moment-là, je sais pas que mon foie et mes artères ont été coupés en 2 morceaux. T'es en 2004, des artères, je suis le premier cas en France en fait qu'on a sauvé. En 2004, on recollait pas des artères comme ça, tu vois, surtout d'accidents, donc déchiquetées, tu vois. Donc du coup, moi je me réveille toujours avec ce même truc. C'est bon, je suis réveillée. C'est bon, je suis sauvée. C'était sauvé. Ouais. Voilà. Mais en fait, j'ai un foie qui ne marche pas. Donc je suis la seule à penser ça. À ce moment-là, les médecins, les chirurgiens disent à mes parents, là, à l'heure actuelle, elle a 15% de survie. Parce que si le foie repart pas, elle mourra d'une infection. 15% Et en fait, de survie. 15% de survie. Et en fait, votre fille, c'est le premier cas en France
en 2004 à qui on arrive à recoller des artères. Donc on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Le foie se refait, c'est pas un souci, c'est le seul organe qui se régénère, on le sait. Mais les artères, est-ce qu'elles vont marcher, pas marcher? Donc est-ce que le foie va marcher? Et moi, je suis la seule au milieu des chires, des professeurs, des médecins, de mes parents, mon père médecin et tout, à dire ah non non, hein. Mais moi je me rendors pas en fait, on s'est pas compris. Hein. Je vous le dis, hein. C'est bon. Je vais survivre. Je marche. Et je vois tout le monde à chaque fois qui me dit oui, c'est bien, hein, oui. Je vois très bien. Allez. Et toi, t'es là, tu fais non, il n'y a pas de allez. Je te le dis. Mais tu sais, je le dis toujours aux patientes, cette certitude que tu as par rapport à ton corps. Au fond de toi. Oui. Et je pense que quand on t'a fait l'annonce. Ouais, moi, quand on m'a fait l'annonce. Alors, on peut pas parler de même choc, etc., parce qu'on peut pas comparer à chaque fois, et je le rappelle aujourd'hui, c'est important. Chaque douleur, chaque émotion, chaque trauma est différent, et accident de la vie aussi. Moi, tout allait très bien dans ma vie. Après la perte de mes parents, je m'étais reconstruite, tour du monde, etc., comme je l'avais dit au premier podcast. Et là, l'annonce, c'est en fait, déjà, moi, je ne contrôle pas mon corps, c'est-à-dire que j'ai juste les seins qui ont gonflé depuis des mois. Donc Joe était très content de cette poitrine de Pamela Anderson, si tu veux. Et moi de même, tu vois, mince, jeune, bien foutue, svelte, des gros lolos, let's go, viva la vida, tu vois. Et puis arrive le moment donné où ma gynéco me palpe et elle me dit bon, écoutez, je sens rien, c'est quand même dense, votre parcours familial fait que votre mère est morte d'un cancer du sein, et évidemment avec plusieurs choses derrière, mais allez faire une mammo. Je laisse passer l'été, je remonte à Lille, dans le déni total. Et le jour où cette mammo me revient, la dame me dit, écoutez, là je vois un truc, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, la masse que vous voyez avec les points à l'intérieur. Elle me dit des mots, je ne comprends rien. Je les ai même pas retenus sur certains, parce que tu vois, le corps aussi bloque. Et elle me dit, il faut qu'on fasse une ponction. Et la ponction, ça mettra 7 jours à arriver. Et là, c'est un début de choc qui arrive parce que tu te dis bon bah ça va aller. Mais en fait ça va pas du tout parce que tu ne contrôles rien à la situation. Et 7 jours dans l'angoisse où je fais la fête, j'essaie de me sortir le plus possible de ma routine. Et puis là bah, on m'appelle, revenez très vite. Et le moment où je mets mon pied dans ce labo, la dame vient me chercher et me dit vous avez un cancer du sein. J'étais accompagnée de Joe. Je commence à avoir flou, baisse de tension, je pense, presque malaise vagal. Je m'assois, elle me dit bon, c'est grave ce que vous avez, mais il faut vous opérer tout de suite. En fait, j'entends un mot sur deux, je comprends rien, je veux un verre d'eau, je veux en même temps qu'on m'allonge. Je suis pas là, je sais pas ma vie, on va me pincer et je vais me réveiller. Je sors, je pleure toutes les larmes de mon corps et c'est même pas, c'est un effondrement qui fait que tu as envie d'appeler tout le monde, que tu sais pas, je pense que je vais mourir. Très clairement. Et puis après, fait que bah, je commence à appeler les gens, alors sauf ma sœur, je vais la protéger au début. Mais c'est en fait comme si tu allais raconter quelque chose, allait t'enlever ton cancer. Je sais pas, c'est très bizarre. Je vois très bien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le dis, mais on va te dire c'est bon, caméra cachée. Et en fait, pas du tout. Et là, ouais, c'est l'effondrement. 15 jours dans le noir. 15 jours dans le noir, je ne sors pas de chez moi, je pleure non-stop. Et à un moment donné, bah, je téléphone à plein d'amis et il y en a une qui me dit que ça va aller. Mais le corps est meurtri. Est-ce que tout le temps où tu fais pas tout de suite l'écho, t'es un peu dans le déni, tout ça, et même après quand on dit écoutez c'est mauvais, on va faire une biopsie, tout ça, est-ce qu'au fond de toi tu sais, tu te dis ouais, ça pue? Ben, je me dis que ça pue, mais je veux pas l'entendre. Oui. Je me dis que j'ai une chance. Je me dis que cette ponction va arriver, que ça sera du liquide à l'intérieur, que c'était des grains de riz. Tu vois, ça ressemble à des grains de riz. Je me suis dit. Pas des graines de chia, dites-moi que voilà. J'ai pas perdu mes graines de chia dans le bide. Ça a été dans mes seins. Pas du tout. On est arrivé sur quelque chose où c'était bien là, mais moi je le refusais. Donc au plus j'y pensais quand j'étais cette période à Lille, là, en attendant cette ponction, au plus je me disais non, arrête d'y penser, tu vas pas gérer. Et donc du coup, bah, j'ai laissé faire, je pense, tu vois. Ah oui. Mon corps s'est dit profite, je te mets en off. Ouais. Et résultat, c'est tombé. Les 15 jours dans le noir, tu pleures, t'y crois pas, t'as ton compte pince.
15 jours dans le noir, ouais, je vois la mort. Je commence à me dire, je vais faire mon testament. Je vais écrire à tout le monde. Ouais, direct. C'est un podcast ultra gay aujourd'hui qu'on vous fait, mesdames et messieurs. Voilà. Mais on est encore là pour en parler. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'espoir. Mais c'est vrai que on raconte justement l'annonce, etc. C'est dur. Ouais. Mais on passe par ça parce que là, le corps, ton cerveau a une fonction incroyable, c'est de mettre en off. Mais quand il se met en on, cet enfoiré, il part dans tous les sens. Il faut vendre ça, il faut acheter ça. Est-ce que tu claquerais pas ton dernier PEL à profiter de la vie? Non, attends, fais un testament. Non, attends, déprime. Non, dors. Non, profite. Bois une bouteille de vin. En fait, il passe par tous les trucs. Tu vas mourir, je vais pas mourir, ça va aller, ça va pas aller. Donc du coup, tu ne vois plus rien. Et tu restes dans le noir pendant 15 jours. Toi, c'était un peu pareil? Oui, alors moi à l'hôpital, mais du coup, oui, c'était un peu pareil dans le sens où oui, tu te réveilles, tu dis non, c'est bon, je suis vivante, je veux pas l'entendre le foie, tu vois, j'y crois pas, je suis persuadée que non. C'est ça. Et mon cerveau, mon corps me dit non, mais t'as raison, non, c'est bon. Alors que vraiment, il y a 15% de survie. Par contre, je sais très vite que je vais galérer. Voilà. Je sais très très vite que je vais bouffer ma merde. Parce que tu vas passer par des étapes de reconstruction, des cicatrices, etc. Pour moi, ma part des prothèses. Comment tu fais pour gérer toutes ces émotions, la colère, la honte, la force, en même temps peut-être de la gratitude après, parce que t'es encore là. Comment tu fais pour passer par toutes ces étapes? Écoute, alors je les ai toutes faites, hein, toutes les étapes du deuil. Je pense que moi, il n'y en a pas une que j'ai pas faite. Je pense que je les ai faites plusieurs reprises. Tu vois, je suis partie, je suis revenue, j'ai réfléchi. Tiens, la colère, oui, en fait, non. Enfin, si, je reviens, tu vois. Je pense que toutes ces étapes-là, moi, elles m'ont pris des années. Quand je suis à l'hôpital, je suis warrior. Je me réveille, j'y crois, je veux rien lâcher. Non, c'est bon, c'est pas 15%, le foie va repartir. Et je sais que je vais galérer, tu vois. Sauf que j'ai conscience de rien. Donc en fait, moi, je me dis, je vais galérer quelques mois. Va falloir réapprendre à marcher. Tu vois, j'ai des cicatrices. Va falloir gérer les cicatrices. En fait, je ne réalise pas. Tu réalises pas du tout. Je ne réalise pas qu'en fait, la galère va juste devenir la définition de ma vie. Et de cet enfer qui commence à arriver. Parce qu'au départ, tu as un accident, mais après, tu sais pas toute la rééducation. Parce qu'il y a des paliers. Mais bien sûr. Qu'on ne précise pas au fur et à mesure à des patients ou les gens, personne ne te prévient de tout ça. Mais bien sûr. Parce que on y va step by step et c'est mieux, je pense, pour l'esprit aussi, pour pas te traumatiser. Parce que si on te dit jusqu'à la fin, t'imagines, ok, vous avez eu un accident, vous allez perdre tel truc. Là, vous allez après avoir une possibilité de pas remarcher tout de suite. Le foie sera parti. Enfin, en fait, tu te dis, donnez-moi un flingue et on arrête. Oui, complètement. Alors que pas du tout, on y va étape par étape. Et puis, tu as les galères qui vont arriver au fur et à mesure que personne ne peut prévoir. Tu vois, moi, j'ai des fractures qui n'ont pas consolidé. Il a fallu me faire des greffes osseuses. Ok. Ça, tu le prévois pas, en fait. Non. Encore moins sur une gamine de 20 ans, où tout fonctionne pumped up. Donc, tu vois, après, en plus, tu as toutes les galères, que ça soit en cancéro ou un accident, les difficultés de l'hormonothérapie, qui te va pas, tu vois, la radiothérapie, qui en fait t'as trop brûlé ou pas brûlé, ah ben tiens, t'as fait une réaction sur la chimio, tu vois. Et moi, c'était pareil. Ah ben là, ça a pas cicatrisé, faut réopérer, faut faire une greffe. Ah ben là, on n'avait pas vu, mais en fait, le genou, le ligament croisé antérieur, en fait, est déchiré, faut opérer. Après, t'as toutes les galères qui se rajoutent et que tu découvres. Donc, si tu veux, moi, je pense que je suis passée par toutes les émotions, toutes les étapes. La première a été le déni. L'hôpital, je me bats, j'y vais, j'ai beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de rêves de mort, mais je suis sous morphine, on me donne des cachetons fabuleux, des piqûres fantastiques. Et je sors de l'hôpital et là, c'est l'effondrement. Très rapidement, je quitte Paris, je rentre à Nice chez mes parents. Et là, c'est l'effondrement. Je suis en béquille, je réapprends à marcher. Tu réalises. Je réalise. À ce moment-là, je crois que je n'ai que 23 cicatrices. J'ai pas encore les 25. 23. J'ai 23 cicatrices. J'ai une laparotomie, donc j'en ai une qui fait toute la longueur de mon ventre, qui est rouge tomate sur une peau blanche, tu vois. Et là, je réalise, en fait, que ma vie s'écroule
Et que, en fait, tout mon mal-être de petite fille, de jeune fille, d'ado et de jeune femme sont en train d'arriver, mais au galop, meuf, avec un cheval de compète. De 3. De 3, exactement, qui arrive là et qui me dit « Ouh, t'es pas prête, t'es pas prête ». Et là, bah, tu tombes dans la dépression, tu tombes dans les angoisses post-traumatiques, tu tombes dans les rêves et les pensées de mort à longueur de temps, jour et nuit. Et t'es dans un cauchemar. Alors tu lâches rien, tu fais tes études, tu travailles, tout ça, mais t'es dans un cauchemar. Et personne autour de toi n'a les mots. En tout cas, pour moi, personne autour de moi n'a les mots, personne n'a la bonne attitude, personne me soutient. C'est le vide intersidéral. Je me sens mais tellement seule à ce moment-là, mais tellement seule. Il n'y a que ma mère, tu vois, qui est là. Mais que ta mère. Tu vois, c'est dur. C'est compliqué pour les autres. Parce que personne ne sait, personne n'a les mots, personne ne connaît la situation. Toi aussi, t'es perdu face à ça parce qu'en fait, c'est ta seule douleur, mais t'arrives pas à l'expliquer aux autres. Et t'as aussi une part, et ce qui est énorme là-dedans, de féminité, qui est perdue. Complètement. Ça, c'est important de le stipuler. Moi, ça m'a traumatisée à l'idée de me dire, j'ai un cancer du sein, il faut pas qu'on m'enlève mon sein comme ma mère. Et en fait, à la fin, je me dis, mais on m'a mis ma prothèse. Même si on me l'avait enlevé, je suis toujours là. Mais tu as une part de féminité qui s'enlève, que ce soit pour moi les cheveux, pour toi les cicatrices, pour tout ce qu'on t'a fait avec les prothèses, etc., hanches, etc., enfin toute ta reconstruction en fait de A à Z. Oui, complètement. Puis c'est plus ton corps. Et c'est plus ton corps. C'est plus ton corps. C'est plus ton corps. Moi j'ai un corps étranger aussi avec ma prothèse, tu vois. Ouais, complètement. Non, ton corps est meurtri. C'est ça. Et ton corps est en souffrance. Ton corps est en souffrance, il est meurtri, il tient plus bien debout. Tu vois qu'il tient plus bien debout. Sauf que toi, là-dedans, c'est plus très frais non plus. Donc je trouve que c'est un effondrement physique et mental qui est très dur. Mais toi, t'as fait comment du coup ? Ça a été quoi, tu vois? Ok, l'annonce, le choc, on y est. Tu vois, moi, je suis partie en DEP pendant 7 ans. Dépression de 7 ans, cachetonnée 7 ans. Tout a pris très longtemps pour tu vois, me retrouver. Moi, ça va faire 22 ans en février prochain. Franchement, oui, c'est tous les jours. Mais si je dois être honnête, ça fait 3 ans que ça va mieux dans ma tête. Tu vois, il y a eu 19 ans de bataille pour sortir de ça. Toi, ça a été quoi? Moi, ça a été pendant 5 ans que de la chimio, mais on y va, on rigole. Que de la chimio? Que de la chimio. J'ai pas fait de radiothérapie, ni autre chose. Et que de la chimio, sauf qu'à mes premières chimios, j'étais tellement traumate que je me suis dit, il va falloir que je bascule ce côté sombre en clair. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve un déguisement, une autre personne, pour m'accompagner aux chimios. J'ai commencé par Wonder Woman, Xena la guerrière, Britney Spears, Vampire, l'écolière. J'ai tout fait. On a tout fait. La dame de Viva Samba, à l'époque, le magasin de déguisement, était très contente. Elle me voyait toutes les semaines. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai extériorisé ça. Et j'ai eu les meilleurs fous rires en mettant un sac, un cartable d'Oral Exploratrice à ma perfusion, à me maquiller pour Halloween, à faire rire le personnel hospitalier. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'était super important parce que du coup, je rigolais et c'était pas douloureux. Je savais que la période d'après allait être douloureuse, c'est-à-dire quand tu décuves ta chimio, etc. Mais c'est comme une grosse grippe qui part pas pendant 5 ans, 4 ans. Voilà, pour donner un petit peu une image aux gens, on est sur ça. Voilà, si vous comprenez pas ce qu'une personne peut avoir. Grippe avec peut-être un peu de Covid. Grippe, Covid, et tu mets de l'acide dans les veines, voilà. Et un peu de gastro. Voilà, pour tout vous décrire. C'est très compliqué, mais j'avais besoin d'expulser ça autrement. Et je l'ai mis dans les déguisements. Et du coup, beaucoup d'humour. J'ai fait du stand-up pour réussir à contrebalancer tout ça. Mais par contre, ça ne cache pas, pendant ces 5 ans, même parfois aussi, encore aussi maintenant, cette épée Damoclès qu'on a et cette peur qui revient souvent, de se dire est-ce qu'on est assez stable, est-ce que notre corps est réparé, il est meurtri donc plus fragile, donc on fait attention à plein de choses, mais je suis là, tu vois. Mais ça a été ça pendant pas mal de temps, où je faisais des crises d'angoisse aussi la nuit.
Les crises d'angoisse étaient sévères. Ah, les crises d'angoisse quand tu vas te coucher, c'est les meilleures. Voilà, les meilleures crises d'angoisse. C'est les plus délicieuses, celles-là. Quand tu es dans ton lit, dans le noir, qu'il n'y a plus de bruit, tout d'un coup, ça fait « on arrive ». Exactement, c'est horrible parce que tu penses à tout, tu penses à la mort, tu penses à plein de choses, à toi qui pars, à toi qui dois dire au revoir aux autres, enfin, tu rentres dans un truc angoissant. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire de la sophro, du yoga, de la méditation, j'ai mis plein de choses en place pour essayer d'aller mieux, mais ça a été compliqué. Pendant un certain temps, je t'avoue que ça a été dur. Même toi, tu as dû mettre des trucs en place. À un moment donné, t'en peux plus de tout ça. Bien sûr. Mais tu vois, c'est là où on est sur deux époques différentes. Parce que moi, je suis en 2004. La sophro, l'ostéo, la médite, le yoga, c'est pas encore très connu. On en parle peu. C'est vraiment pour, tu vois, une minorité. Je connais pas tout ça, moi, à ce moment-là. Donc, moi, tout ce que j'ai après l'accident, c'est les chirurgies, les kinés, les psys, les cachetons, l'alcool. En gros. Alors que... Quand même, ok. Alors que toi, il y a 5 ans, on est dans l'ostéo, le chiropracteur, la médecine douce, la sophro, le pilate, le yoga, la méditation. Donc toi, t'as eu tous ces outils que moi que j'ai découvert aussi, tu vois, mais il y a eu 10-15 ans avant qu'ils arrivent à moi, tu vois. Il y avait le sport. Moi, je faisais du sport, mais parce que j'avais une jambe, si tu la musclais pas, elle tenait pas. C'est vrai. Donc, et c'est la différence, tu vois. Ouais, c'est vrai que le sport aide énormément, mais au départ, chaque pas, chaque geste, chaque effort te demande. T'as l'impression que c'est une montagne. T'as l'impression que tu n'y arriveras pas. Tu vois. Et là, tu sens encore plus que ton corps a changé. Ouais. Là, tu sens encore plus la douleur, par où tu es passé, tout le chemin que tu as parcouru, parce que tu as aussi de la fierté d'être toujours là. Mais ton corps te rappelle, t'es plus la même qu'avant. Et tu sais quoi? Surtout, tu sens ce fameux avant-après. Parce que quand t'as l'annonce, une fois que tu sors de la tête du brouillard, quand t'as l'accident et que tu te réveilles et que ça y est, tu reprends tes esprits, t'as ce truc de te dire, bon, ok, alors, on n'a pas le choix, donc on y va. Je vais faire les traitements, je vais faire les opérations, ok, je vais m'en sortir et je vais reprendre ma vie. On a ça au début, tu vois, où tu te dis, je vais sortir de ce truc-là, de cette horreur dans laquelle je suis et je vais reprendre ma vie. Et quand tu sors, déjà tu dis, ah en fait j'en sors jamais, excusez-moi, j'avais pas compris, je croyais qu'il y avait une exit quelque part. Non, c'est le tunnel, tu vas toujours tout droit. Voilà. Tu vois la toute petite lumière, tu y vas au bout et peut-être que si tu as de la chance, ça va s'agrandir la lumière. T'as pas d'exit. Et en fait, quand tu dis, bon, ok, d'accord, allez, je reprends ma vie. Ok, bon, pas là, d'accord. À quel moment? En fait, tu reprends jamais ta vie d'avant. C'est fini. Il y a un avant, il y a un après. Oui. Et à toi d'en faire un après qui vaut le coup. À toi d'en faire une force, à toi d'en faire quelque chose de cet après, tu vois. Parce que le avant cancer, le avant accident, oublie-le. T'es plus pareil, ni physiquement ni mentalement. Une nouvelle page, une nouvelle personne, une nouvelle vie s'offre à toi. Et c'est vrai, soit tu décides de la vivre, comme on disait, dans le down, t'es pas bien, et tu n'acceptes pas. Ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent. Soit tu remontes la pente. Et tu fais tout pour y arriver. Ça prend du temps. On est toujours en train de travailler dessus. Tu vois, même moi aujourd'hui, toi aujourd'hui. Mais tu ne lâches pas. Tu t'entoures de différentes personnes. Tu avances différemment. Tu changes tes habitudes. Celle d'avant au travail n'est plus la même. Ce qu'elle aimait, tu vois, comme couleur, elle n'aime plus la même couleur. Et tout ça change et te bouleverse. Même par rapport à l'amour que tu peux avoir pour toi, tu vois. Moi, je me regarde différemment et j'ai besoin de me tatouer mon corps. Depuis. Oui, tu as un orque sur ton bras maintenant. J'ai une orque, j'ai fait un super beau tatouage en dessous, qui est magnifique, là, en dessous de ma poitrine pour symboliser tout ça. Parce que j'ai besoin de laisser une trace autrement sur ce corps meurtri, alors que je suis pas la plus à plaindre. Il y a des femmes qui ont plus de poitrine du tout et qui se font des merveilleux tatouages, et moi je trouve ça encore plus beau, je trouve ça encore plus fort. Mais on a besoin je sais pas, d'avancer d'une manière spécifique pour se retrouver quelque part, mais on sait pas vraiment où on va. Tu vois, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu vis au jour le jour sans vraiment savoir si tu t'es trouvé vraiment réellement toi-même.
Je suis complètement d'accord. Mais c'est un travail de tous les jours. Parce que le lundi, tu es dans une pensée, tu dis, OK, en fait, maintenant, je suis comme ça. Et le mardi, non, en fait, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt... En fait, tu sais plus. Oui. Tu sais plus parce que au moment... Et je pense, peu importe l'âge, au moment où ça t'arrive, au moment où le choc détruit ta vie, en fait, il faut que tu reconstruises tout. Mais le problème, c'est que le choc t'a emmené des traumatismes, des post-traumatismes. Il y a une détérioration de ton image, donc il y a une détérioration de ton estime. Et tout ça emmène du mauvais, du mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant un moment, tu essayes de reconstruire sur une base pourrie. Oui. Jusqu'au moment où tu dis, OK, alors en fait, time, il faut que je déconstruise tout le mal que m'a apporté ce que je viens de vivre, que je casse toutes mes peurs, toutes mes angoisses, toutes mes anxiétés, tous mes complexes, tout le paquet de merde que j'ai sur mes épaules. C'est vrai. Et je peux me reconstruire à partir de là. Ouais. Et c'est ça qui met du temps. Et c'est beau ce que tu dis parce que tu sais que maintenant mes cicatrices, je les aime. Idem. Moi, je les vois même plus. En fait, des fois, je fais « Ah ouais, c'est vrai, on a zappé. Elle est là. » Oui. Et c'est une force de vie. Ouais. T'as l'impression que, tu sais, ça compte les points, mais t'as l'impression d'avoir eu des cartes Pokémon ou je sais pas quel truc en mode c'est bon, ce step-là, je l'ai déjà validé, on est bon, oh trop bien, j'ai la gold. Tu vois, en disant je l'ai fait, I did it, complètement. Okay. Et ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté déjà un changement de vie. J'ai voulu déménager, je l'ai fait. J'ai réalisé mes rêves, je suis partie à l'autre bout du monde. Ou alors, je voulais m'entourer d'autres personnes. Ouais. Je voulais retravailler dans un autre milieu. Ça te révèle, finalement, ces cicatrices. Tout à fait. Ça t'élève vers le haut, je trouve. Tu vois ? Ouais, en fait, je pense que le post-traumatique, en fait, il y a un moment, j'ai presque envie de dire un peu de folie. Tu sais plus, comme tu sais plus quitter, que tu vois que tu peux pas retourner en fin de compte en arrière, que tu sais plus ce que tu veux faire devant, et qu'à l'instant T, en fait, t'es plus très fan de toi, t'es plus très fan de rien, t'y arrives plus. C'est le flou, en fait. En un quart de seconde, ta vie s'est stoppée. Ouais. Et en fait, il y a une espèce de réalisation où tu fais ok, d'accord, la vie peut s'arrêter comme ça. Et je pense qu'il y a une période, chacun à son temps, ça peut être quelques mois, ça peut être des années, où tu es un peu dans la folie. Tu voyages, tu changes de métier à longueur de temps, tu changes de ville, tu testes. Et en fait, c'est quand, tout d'un coup, on comprend que ça y est, on a déconstruit pendant toutes ces années et qu'on est prête à reconstruire, que tu regardes en arrière et que tu dis « Ah ouais, attends, j'ai fait ça. Ouais. Ok, j'ai fait le tour du monde. Ouais. J'ai rencontré telle personne. J'ai fait tel boulot. Mais attends, mais j'ai vécu là. » Être fier de ce qu'on a fait. Être fier de te dire, ok, en fait, les années de mal-être que j'ai vécues, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Et elles ont été en fait ultra riches. Parce qu'il y a ce truc de se dire aussi, mais c'est quoi cette vie, ce destin de merde, entre guillemets, etc. Moi, je me le suis répété beaucoup. Et après, en allant voir, pas mal donc, soit de psychologues, mais aussi de guérisseurs, etc., sophro ou autres, tu vois, faire des soins un peu spirituels, je me suis rendu compte que ma vie n'aurait pas du tout été la même, que je n'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli. Alors oui, si mes parents avaient été encore là aujourd'hui, ma vie aurait été totalement différente. Mais peut-être que je serais toujours à Lille, peut-être qu'il m'aurait arrivé aussi plein d'autres trucs. Bien sûr. Mais en fait, ça m'a tellement appris et nourri. Bizarrement, ce mot est très bizarre avec le début de ma phrase sur la mort. Je le comprends tellement. Mais tu vois ce que je veux dire, nos accidents nous... En fait, c'est comme s'ils nous détruisaient, mais en même temps, ils nous nourrissent et ils nous reconstruisent. Entièrement d'accord. Je pourrais pas dire mieux. Et aujourd'hui, quand on me demande « Est-ce que tu changerais ta vie ?» Non. Non plus. Ah ouais. Je suis très fière de mon parcours. Mais alors complètement. Tu sais qu'on en a parlé plein de fois. Moi, c'est quelque chose que ma famille, que mon frère Samy ne comprend pas. Quand il me dit « Mais Caro, si tu pouvais enlever ton accident, tu l'enlèverais ?» Je lui dis « Mais non. » Et il me dit « Mais Caro, quand même. » Il me dit « Tu souffres beaucoup à cause de ça. » Et à chaque fois, je lui dis « Oui, mais Sam, ce que je suis, tout ce que j'ai déconstruit et reconstruit, tu comprends qu'il part de cet instant T-là, de ce choc-là.
Donc si je n'avais pas eu cet accident, peut-être que je sais pas, je serais une grande avocate dans les droits de l'homme, ou peut-être que je serais une grosse connasse. C'est ça. Tu vois, peut-être qu'en fait j'aurais juste une vie de merde qui me m'intéresse pas, Moi aujourd'hui la vie, mais je vis tout fort, mais j'adore. Et ce que je suis, je l'ai vécu et j'en suis fière. Mais complètement. Et je pense que c'est un beau message, pour celles et ceux qui nous écoutent. Entièrement d'accord. C'est que chaque parcours de vie différente, ce ne soit pas forcément des accidents comme nous on a eu, parce qu'on a quand même eu le gros lot, on va dire, sur pas mal de sujets, de terrain. Mais ça donne de l'espoir, parce que chaque chose peut se gérer, être accompagné, super important, avoir une pause, gérer sa colère, son déni, son déni plutôt que sa colère après, même les deux en même temps. Oui, complètement. Et comment on prend en main sa nouvelle vie. Se dire, ok, alors oui, j'ai de la chance de respirer, d'autres non, ok, mais pour l'instant je suis là et qu'est-ce que je peux accomplir? Est-ce que j'ai envie d'être au service des autres? Est-ce que j'ai envie d'être au service de moi-même? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me faire du bien? Et c'est ce qu'on a accompli aujourd'hui, toi et moi. Complètement. Toi, tu es dans les soins, à l'hôpital aujourd'hui, et tu fais du bien aux patientes. Et moi, avec l'asso que j'avais monté, et puis là, les voyages que j'ai envie d'organiser, être près des femmes, ça nous fait du bien. Complètement. Et on rend un petit peu ce qu'on a eu, on donne, on reçoit, etc. Mais les épines qu'on a eues, on les transforme en fleurs, je trouve. Oh, c'est joli. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. C'est très beau. Et tu vois, moi, je finirais sur ça. Je pense qu'il y a un truc qui est super important et qu'il faut dire, c'est que c'est pas grave d'être brouillon. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu as vécu un choc, la maladie, l'accident, la dépression, les TCA, tout ce que tu veux, le deuil, tout ce que la dépression, tout ce que tu veux, en fait, c'est pas grave si t'es brouillon pendant quelques années. C'est pas grave si tu déconstruis, c'est pas grave si tu te loupes un jour sur deux, si tu te cherches, si tu dis de la merde ou fais de la merde, ou tu vois, c'est pas grave d'être brouillon. Totalement d'accord. Parce que tout ça, c'est... Parce qu'après, ça fait un petit chef-d'œuvre. Exactement. Ce brouillon-là, il va faire une œuvre d'art à un moment donné. Sois un peu brouillon. Tu vas te trouver. Brouillon. Exactement. Voilà. Soyez brouillon. Soyez brouillon. C'est le mot de la fin de ce podcast. J'espère que nos cicatrices racontent vous ont plu. Vous a plu plutôt, parce que tous les sujets qu'on a abordés, il y avait beaucoup de choses. C'est clair. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ça fait du bien de parler de tout ça. Et j'espère que ça vous a fait du bien aussi. Oui. Merci ma Caro. Merci à toi. Ça fait du bien de se retrouver à chaque fois. J'espère que ça vous fait du bien aussi. À très vite. Bye bye. Bisous. Ciao, ciao.